Bonjour chers élèves, je suis très heureux, très ravi, très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette séance. Certainement, pendant la séance passée, nous avons traité le chapitre qui s'intitule « La taxe sur la valeur ajoutée ». Aujourd'hui, et sans tarder, on va commencer certainement le troisième chapitre, à savoir les impôts impôts sur les revenus salariaux. Pendant ce chapitre, nous aurons deux objectifs. De 1, appréhender les mécanismes de détermination de l'impôt. De 2, calculer l'impôt dû. Pour ce faire, sommaire. Premièrement, nous allons traiter le champ d'application de l'IR salarial. Par la suite, nous allons passer pour traiter l'assiette de calcul de l'IR salarial. Et par la suite, nous allons procéder à la liquidation de l'IR salarial. Et avant finalement le recouvrement de cet impôt, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va payer cet impôt, et finalement application. Nous allons maintenant commencer par le champ d'application. Certainement, les revenus salariaux regroupent les traitements, les salaires et les autres formes de rémunération perçues par le contribuable en contrepartie de leur travail. Tout simplement, l'impôt sur le revenu salarial est un impôt qui vient pour frapper la rémunération reçue, la rémunération perçue, quel que soit par les fonctionnaires des secteurs publics ou bien par les salariés du secteur privé. Et donc, l'IR salarial est un impôt sur le revenu dont sont redevables les salariés au titre de leur rémunération. Il est prélevé à la source mensuellement par l'employeur. C'est-à-dire, c'est l'employeur qui va prendre en charge de prélever cet impôt et par la suite le reverser à l'État ou bien tout simplement le reverser au fisc. Maintenant, chers élèves, nous allons passer pour traiter l'assiette de calcul de l'IR salarial. Premièrement, on doit déterminer les composantes du salaire brut global, par la suite le salaire brut imposable et finalement calculer le salaire net imposable. Sans transition, les composantes du salaire brut global. Alors premièrement, nous avons, chers élèves, le salaire de base. Il constitue la rémunération de base, la rémunération principale. Par la suite, nous aurons les heures supplémentaires qui constituent tout simplement la rémunération des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail. Par la suite, les primes, ce sont des sommes accordées aux salariés à titre d'encouragement ou bien de récompense. À titre d'encouragement, nous allons prendre à titre d'exemple les primes de rendement. Donc certainement, on accorde des primes de rendement aux salariés pour l'encourager à travailler plus et à augmenter son rendement et sa productivité. Les primes à titre tout simplement de récompense, nous allons donner l'exemple des primes de risque. C'est un exemple qui vise à tout simplement rémunérer ou bien récompenser le salarié sur le risque qu'il a pris en compte. Par la suite, nous avons les indemnités. Ce sont des sommes versées aux salariés pour rembourser tout simplement les frais qu'il a engagés à l'exercice de sa fonction. Les avantages est une rémunération accessoire dont l'employeur prend en charge une dépense qui incombe normalement aux salariés. Par la suite, chers élèves, nous allons passer tout simplement pour lister les composantes du salaire brut global. Nous avons premièrement le salaire de base, par la suite les heures supplémentaires, par la suite les primes, par la suite les indemnités et également finalement les avantages. On va commencer premièrement par le calcul des salaires de base. Donc, tout simplement, salaire de base égale au nombre d'heures de travail fois le taux horaire normal, c'est-à-dire la rémunération de chaque unité d'heure. Par la suite, concernant le calcul des heures supplémentaires, nous allons tout simplement appliquer cette formule. La rémunération des heures supplémentaires est égale à quoi? Le nombre d'heures supplémentaires réalisées
fois le taux horaire supplémentaire. Et donc, qu'est-ce que nous voulons dire par taux horaire supplémentaire? C'est tout simplement, chers élèves, le taux horaire normal fois 1 plus taux de majoration. La question frappante maintenant, c'est-à-dire quoi? Taux de majoration. Le taux de majoration, certainement, il est fixé en fonction de l'horaire de réalisation de 6 heures supplémentaires et également en fonction du jour. Est-ce qu'il s'agit du jour ouvrable ou bien du jour férié? Donc, si 6 heures supplémentaires ont été réalisées entre 6 heures et 21 heures pendant 10 jours ouvrables, le taux de majoration est de 25%. Pendant 10 jours fériés, le taux de majoration est de 50%. Par contre, s'ils sont réalisés entre 21 heures et 6 heures, pendant les jours ouvrables, le taux de majoration est de 50%, et pendant les jours fériés, le taux de majoration, certainement 100%. Pour plus d'explications, application. Monsieur Reda est un salarié à l'entreprise X. Il a travaillé 15 heures supplémentaires de 6 heures à 21 heures pendant 10 jours fériés, sachant que le taux horaire normal est de 150 dirhams, calculez le montant 10 heures supplémentaires. Alors tout simplement, chers élèves, vous allez constater ici que 6 heures supplémentaires ont été réalisées entre 6 heures et 21 heures pendant 10 jours fériés, ce qui fait automatiquement le taux de majoration s'élève à 50%. Et donc, nous allons retenir 15 heures, c'est le nombre d'heures supplémentaires, fois 150 dirhams, c'est le taux horaire normal, fois 1 plus 50%, ce qui fait 0,5. Et donc finalement, ça donne 15 heures fois 225 dirhams, et donc la rémunération des heures supplémentaires s'élève à 3375. Par la suite, nous allons passer aux primes. Et ici, nous pouvons faire la distinction entre deux types. Des primes dites facultatives, à titre d'exemple, prime de rendement, prime de risque, prime de 13e mois, ou bien des primes obligatoires. Principalement, nous avons la prime d'ancienneté. La prime d'ancienneté est une rémunération accordée aux salariés en fonction de l'ancienneté, en fonction des années passées à l'entreprise. Et donc ici, prime d'ancienneté, tout simplement égale au salaire de base, plus les heures supplémentaires, fois le taux. Mais attention, ce taux, il est variable. Il est variable en fonction de l'ancienneté des salariés. Et donc, tout simplement, s'il a une ancienneté entre 2 ans et 5 ans, le taux appliqué est de 5%. Entre 5 ans et 12 ans, le taux appliqué est de 10%. Entre 2 ans et 20 ans, 15%. Entre 20 ans et 25 ans, 20%. Plus de 25 ans, 25% certainement. Par la suite, nous passons aux indemnités. Nous avons dit que les indemnités, ce sont des rémunérations accordées aux salariés pour tout simplement récompenser les frais engagés par le salarié pour exercer normalement sa fonction. À titre d'exemple, les indemnités de déplacement, les indemnités de résidence ou bien les indemnités d'habillement. Par la suite, les avantages. Les avantages peuvent être en argent, c'est-à-dire l'employeur octroie à son salarié ou bien il paye à la place de son salarié, par exemple, les frais d'un voyage ou bien les dépenses d'un loyer, etc. Concernant les avantages en nature, c'est l'inverse. L'employeur, il octroie aux salariés soit des biens, soit des prestations. Par exemple, voiture de service, par exemple, un logement, etc., etc. Par la suite, chers élèves, nous allons tout simplement déduire la formule suivante. Donc, le salaire brut global égale à quoi? Égale au salaire de base, plus les heures supplémentaires, plus les primes, plus les indemnités et finalement plus les avantages. Maintenant, et sans tarder, nous allons passer à la détermination des salaires bruts imposables. Donc, le salaire brut imposable est égal à quoi? Tout simplement, le salaire brut imposable
est égal au salaire brut global moins les éléments exonérés. Alors, concernant les éléments exonérés, ce sont des éléments listés dans l'article 57 du Code général des impôts. À titre d'exemple, nous avons, chers élèves, les indemnités de déplacement ou bien les indemnités de caisse. Mais attention, il y a une condition. Ces indemnités doivent être dûment justifiées, c'est-à-dire, dans l'absence de la pièce justificative, en aucun cas, le fisc ne peut considérer cette indemnité comme des éléments exonérés. Et donc, la justification des frais est nécessaire. Par la suite, nous allons passer, chers élèves, pour déterminer certainement le salaire net imposable. Et donc, le salaire net imposable égale à quoi? Tout simplement égal le salaire brut imposable moins les déductions sur salaire. Les déductions sur salaire, ce sont, chers élèves, des déductions à caractère social. Ils sont principalement, premièrement, nous allons traiter les frais professionnels. Les frais professionnels, ce sont des indemnités qui visent à récompenser le salarié forfaitairement. Et donc, pour calculer les frais professionnels, donc FP égale le salaire brut imposable moins les avantages, quels que soient en argent ou bien en nature, fois le taux. Et généralement, pour les salariés, on retient le taux normal, qui est de 20%. Mais pour les autres métiers, nous avons des différents taux qui sont listés dans l'article 58 du Code général des impôts. Et donc, tout simplement, le salaire brut imposable, moins les avantages, fois 20%. Mais attention, il y a un plafond. Le montant des frais professionnels ne doit pas dépasser 2500 dirhams par mois. Toujours, on doit retenir ou bien on doit respecter, chers élèves, le plafond à ne pas dépasser. Par la suite, nous avons des cotisations à la CNSS. Ce sont des cotisations prélevées par l'employeur et versées aux organismes de prévoyance sociale. Par exemple, pour bénéficier finalement d'une retraite. Et donc, pour calculer cette cotisation, donc nous avons la cotisation à la CNSS égale au salaire brut imposable fois le taux en vigueur qui s'élève à 4,48%. Mais attention, le salaire brut imposable, c'est-à-dire la base de calcul, est plafonné à 6 000 dirhams. Toujours, nous ne pouvons pas dépasser, chers élèves, le plafond. Par la suite, cotisation à l'AMO. Des cotisations pour l'assurance maladie obligatoire. Et donc, pour la calculer tout simplement, nous allons retenir le salaire brut imposable fois le taux en vigueur qui s'élève à 2,26%. Sans plafond, certainement. Par la suite, les cotisations à la CIMR. Pour avoir une retraite dite complémentaire, le salarié, ils peuvent faire une cotisation à la caisse interprofessionnelle marocaine de garantie. Pardon, à la caisse interprofessionnelle marocaine de retraite. Et donc, la CIMR égale à quoi? Égale au salaire brut imposable fois le taux. Ce taux, il est conventionnel entre la CIMR et le salarié. Et généralement, il varie entre 3% et 10%. Par la suite, nous avons des assurances ou bien la cotisation à l'assurance retraite pour bénéficier tout simplement d'une retraite supplémentaire. Et donc ici, également, il est calculé ou bien il est conventionnel avec l'organisme d'assurance avec un plafond de 50% du salaire net imposable. Par la suite, chers élèves, nous avons la cotisation à l'assurance groupe pour couvrir par exemple des risques d'invalidité ou bien des risques de maladie. Et donc, tout simplement, le salaire brut imposable est égal à quoi? Le salaire brut, ou bien la cotisation à l'assurance groupe est égale tout simplement le salaire brut imposable fois le taux conventionnel et son plafond. Par la suite, nous avons le remboursement de l'emprunt pour la construction ou bien l'acquisition d'un logement d'habitation principal. Et donc ici, nous avons deux cas. Logement social ou économique. Dans ce cas, le salarié a le droit de déduire la totalité des remboursements, c'est-à-dire le montant principal plus intérêt.
Et maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que nous voulons dire par un logement social? Un logement social est un logement dont la surface varie entre 50 mètres carrés et 80 mètres carrés et dont la valeur s'élève à 250 000 dirhams TTC. Et donc, dans le premier cas, nous avons le droit de déduire la totalité du remboursement. Par la suite, nous avons un logement non social qui ne respecte pas les conditions que nous avons déjà listées. Et donc, à ce niveau-là, nous avons le droit seulement de déduire le montant des intérêts TTC. Mais attention, ce montant il est plafonné à 10% des salaires nets imposables avant déduction même de cette déduction, ou bien avant application même de cette déduction. Par la suite, chers élèves, nous passons à la liquidation de l'IR salarial. Et donc, rappelez-vous très bien, dans la définition, nous avons dit tout simplement l'IR salarial est un impôt retenu à la source. OK? Et ici, on va essayer de déterminer l'impôt sur l'IR brut et par la suite l'IR net. Nous allons commencer premièrement par l'IR brut. Alors l'IR brut est égal tout simplement le salaire net imposable fois le taux moins une somme à déduire. Parce que tout simplement, l'impôt sur le revenu salarial est un impôt progressif. Et donc ici, nous avons une tranche des salaires. C'est-à-dire tout simplement, chers élèves, nous allons essayer de déterminer la tranche des salaires et par la suite, déterminer le taux approprié et la somme à déduire également appropriée. Et donc certainement, nous allons retenir un exemple. Si nous avons un salaire net imposable qui varie entre 5 001 et 6 666,67, donc certainement, le taux à retenir est de 30% et la somme à déduire est de 1166,67. Par la suite, chers élèves, nous allons passer maintenant pour déterminer certainement le salaire, l'IR net qu'on va payer finalement. Alors l'IR net est égal à quoi? L'IR net est égal à l'IR brut moins les déductions sur impôt. Donc IR brut moins déductions sur impôt. Les déductions sur impôt sont certainement les déductions pour les personnes à charge. Elles sont à 30 dirhams par personne. OK? Les personnes à charge sont principalement le conjoint et les enfants. Mais il y a une condition, ces personnes ne doivent pas passer ces personnes. Finalement, le recouvrement de l'IR salarial, donc l'impôt sur le revenu salarial, est un impôt retenu à la source. C'est-à-dire, tout simplement, c'est l'employeur qui va prélever cet impôt et le reverser par la suite au fisc, tout simplement. C'est bon? Maintenant, chers élèves, pour un approfondissement, nous allons passer à une application. Dans l'application, nous avons, chers élèves, la société Tsava vous communique les informations suivantes contenant la paye des salariés Hicham pour le mois septembre 2020. La situation familiale, il est marié et père de 2 enfants. Salaire de base, il a travaillé 191 dirhams, 191 heures à 40 dirhams l'heure. Les heures supplémentaires réalisées pendant du jour ouvrable de 6 heures à 21 heures sont à 20 heures. Prime de rendement 2000 dirhams. Prime de responsabilité 700. Ancienneté 23 ans. Indemnité des frais de transport 1400 dont 668 justifiés. Avantage en argent 1200. Concernant les autres informations complémentaires, nous avons, chers élèves, les frais professionnels, ils sont à 20%. Par la suite, le salarié cotise à la CNSS et à l'AMO au taux en vigueur et à la CIMR au taux de 6%.
Par la suite, l'entreprise a conclu un contrat d'assurance groupe avec la compagnie Aman pour la couverture des frais médicaux, 3% à la charge des salariés et 3% à la charge de l'entreprise. Finalement, le salarié paye mensuellement une traite de 1500 dirhams, dont 500 dirhams d'intérêt retenus à la source au titre de remboursement d'emprunt pour l'acquisition d'un logement économique pour l'habitation principale d'une surface de 65 mètres carrés. Travail à faire, calculer le salaire brut imposable, calculer le salaire, premièrement le salaire brut global, deuxièmement le salaire brut imposable, troisièmement le salaire net imposable, quatrièmement l'IR brut et finalement l'IR net. C'est parti, chers élèves, pour la correction. Alors premièrement, et dans la première étape, nous allons commencer par le calcul du salaire brut global. Et donc le salaire brut global, tout simplement, égale à quoi? Premièrement, le salaire de base qui s'élève à 191 dirhams, 191 heures fois 40 dirhams, ça donne 7640. Par la suite, les heures supplémentaires, 20 heures fois 40 dirhams fois 1,25, c'est-à-dire le taux de majoration s'élève à 25%. Prime de rendement 2000, prime de responsabilité 700, prime d'ancienneté donc 7640 plus 1000 fois 20%, puisque l'ancienneté est de 23 ans, indemnité de transport 1400, avantage en argent 1200, et finalement, chers élèves, le salaire brut global s'élève à 15 668. Étape 2, le calcul du salaire brut imposable. Donc tout simplement, le salaire brut imposable égale au salaire brut global moins les éléments exonérés. Et dans notre cas, les éléments exonérés sont principalement les frais de déplacement justifiés, qui s'élèvent à 668. Donc, salaire brut imposable égale à 15 668 moins 668, ça donne finalement 15 000 dirhams. Par la suite, chers élèves, nous allons passer à l'étape 3, à savoir le calcul des salaires nets imposables. Premièrement, nous allons commencer par les frais professionnels, et donc les frais professionnels égales à 15 000 moins les avantages qui s'élèvent à 1200 fois le taux de 20%, donc ça donne finalement 2760. Mais attention, on ne doit pas dépasser le plafond, et donc ici, nous allons retenir, chers élèves, le plafond qui s'élève à 2500. Par la suite, les cotisations à la CNSS, donc 6 000 dirhams fois 4,48%, ça donne 268,8. Donc, tout simplement, il fallait retenir le plafond de 6 000 dirhams. Par la suite, les cotisations en amont, 15 000 fois 2,26, ça donne 339. Les cotisations à la CIMR, 15 000 fois 6%, ça donne 900. Les cotisations à l'assurance groupe, 15 000 fois 3%, ça donne 450. Les remboursements d'emprunt pour l'acquisition d'un logement économique, c'est un logement économique, donc déduction de la totalité de remboursement, c'est-à-dire 1500. Et donc finalement, le total des déductions s'élève à 5 957,8. Et donc, chers élèves, le salaire net imposable égale à 15 000 dirhams moins 5 957,8, ça donne 9 042,2 tout simplement. Par la suite, on passe au calcul de l'IR brut. Donc finalement, l'IR brut est égal au salaire net imposable fois le taux moins la somme à déduire. Et donc, application faite, donc tout simplement, ça donne 9 042,2 fois 34%, moins 1433,33, ce qui fait finalement 1641,12. Par la suite, dans l'étape 5, le calcul, chers élèves, de l'IR net. Et donc, pour calculer l'IR net, nous avons tout simplement l'IR brut moins les déductions sur impôt. Les déductions sur impôt sont principalement, chers élèves, les déductions pour les charges ou bien pour les personnes à charge. Nous avons déjà dit que les personnes à charge sont principalement le conjoint et également les enfants. Mais ces personnes à charge ne doivent pas dépasser 6 personnes. C'est un plafond à respecter. Dans cette application, nous avons que M. Hicham, il est marié et père de 2 enfants.
ce qui fait, et là, 3 personnes à charge. 30 dirhams pour chaque personne, rappelez-vous bien. Et donc, certainement ici, automatiquement, chers élèves, nous allons retenir l'IR brut qui s'élève à 1641,12 moins 3 personnes à charge fois 30 dirhams. Ça donne finalement 1551,12 tout simplement. C'est bon? Très bien, chers élèves. Et donc, certainement, dans ce chapitre, nous avons traité les éléments qui concernent l'IR salarial. L'objectif de la séance prochaine, chers élèves, c'est le traitement des mécanismes de détermination de l'IS. Quant à moi, je vous laisse maintenant et à la prochaine.